Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Juste une récapitulation s'il y a quelqu'un qui a participé au webinaire précédent sur la différence entre propriété matérielle et la propriété intellectuelle, donc les droits d'usage, aussi appelés droits d'utilisation sur des données ou sur n'importe quelle œuvre protégée, pour comprendre, pour que ça soit clair quelle est la différence. Puis, on ira dans les détails du droit d'auteur. Le droit d'auteur est une partie de la propriété intellectuelle et un des domaines de la propriété intellectuelle qui s'applique le plus souvent dans le cas des données de recherche. Et donc, on va comprendre assez vite, parce qu'on a déjà parlé de ça la dernière fois, mais c'est juste pour éclaircir un peu mieux et pour ensuite démarrer avec les licences d'utilisation. En général, quelles sont un peu les règles des licences d'utilisation, et puis on ira un peu dans les détails des spécifiques des licences Creative Commons. Alors, propriété matérielle, propriété intellectuelle, droit d'usage. Donc, si on pense à un objet ou quelques objets, il peut être que plusieurs genres de propriété s'appliquent. Et il y a la propriété civile, donc la propriété matérielle, qui protège l'utilisation de l'objet matériel, comme le dit la parole, disons, propriété matérielle. Si on pense à un tableau ou à la clé USB ou n'importe quel objet matériel, je l'achète, je le revends, je le donne comme cadeau, je l'utilise, je le casse, je le crée, je le compose. Tous ces genres d'utilisation, tous ces comportements tombent sous le coup de la propriété matérielle au sens civil du Code civil. La propriété intellectuelle ne concerne pas le bien matériel, mais concerne le bien immatériel. C'est assez abstrait, c'est difficile d'expliquer avec des paroles qu'est-ce que c'est le bien immatériel. Mais si on pense à un tableau, par exemple, alors le tableau comme exemplaire du tableau avec oui, comme exemplaire matériel, ça concerne la propriété matérielle. Donc, si on pense à une grande valeur artistique, un tableau, on l'achète, on peut le pendre sur un mur, on peut en faire qu'est-ce qu'on veut. Mais on n'achète pas la propriété intellectuelle, on n'achète pas le droit d'auteur sur ce tableau. On achète seulement la propriété de l'exemplaire. Donc, je peux le revendre, mais je ne peux pas le reproduire. Je ne peux pas faire une duplication du même tableau. D'accord? Pour le faire, si j'aurais un intérêt de le faire, je dois demander au titulaire des droits d'auteur l'autorisation pour pouvoir le faire. Parce que ça tombe pas sous le coup de la propriété matérielle, mais ça tombe sous le coup d'une autre propriété, la propriété intellectuelle et plus spécifiquement le droit d'auteur, qui est donc réglé par la loi fédérale sur le droit d'auteur. Ça ne concerne pas, c'est complètement indépendant de la propriété matérielle. Donc, on ne peut pas dire, ah, mais moi, j'ai acheté ce livre, j'ai acheté ce tableau, j'ai acheté la clé USB, je peux en faire ce que je veux du contenu immatériel. D'accord? Ça, c'est faux. Ce sont deux niveaux de propriété, propriété dans un sens général, mais qui sont indépendants l'un de l'autre. Normalement, on parle de propriété, donc du propriétaire au sens matériel, au sens civil. Et par contre, pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, qui inclut aussi le droit d'auteur, on ne parle pas vraiment du propriétaire, mais on parle plutôt du titulaire des droits. C'est pas faux dire le propriétaire, mais je préfère faire une distinction entre les termes pour pas faire des confusions. Donc, quand je parle d'un propriétaire, c'est au sens de la propriété matérielle, civile, donc le bien matériel. Si par contre je parle du droit d'auteur ou de la propriété intellectuelle, je parle du titulaire des droits, la personne qui a ses droits et pas du propriétaire au sens du droit d'auteur. Mais c'est juste pour vraiment faire une distinction pour que ça soit clair. Au milieu, il y a les droits des obligations, le droit des contrats, qui permet de régler les relations contractuelles entre différentes personnes qui sont impliquées dans l'utilisation d'un objet ou d'un bien, que ça soit matériel ou immatériel. C'est pour ça que je l'ai mis au milieu parce que il peut concerner euh, les deux aspects, soit le matériel, soit l'immatériel. Donc, si je vends le tableau, je conclus un contrat de vente selon le droit des obligations, le code des obligations suisse.
Si je vends ou je licence des droits d'utilisation au sens du droit d'auteur, pareil, j'applique le droit des obligations. Donc, le droit des obligations concerne, indépendamment de que ça soit bien matériel ou immatériel, concerne la réglementation du rapport contractuel. Donc, par un contrat, on peut régler soit l'un que l'autre des deux genres de propriété, des deux genres de droit. D'accord? Ici, j'ai fait l'exemple du tableau, de la clé USB, mais c'est la même chose avec un livre. Donc, l'exemplaire du livre, moi, j'achète le livre, que ça soit papier, pareillement un e-book. Je n'achète pas le droit d'auteur, donc je ne peux pas faire des duplications, des reproductions au sens du droit d'auteur. Pareil, si j'achète un DVD, n'importe quelle œuvre protégée par le droit d'auteur peut être enregistrée ou soutenue dans un objet matériel, un CD, un DVD, une clé USB, un attel, un téléphone. Dans le téléphone, on a plein de musique, de photos, etc. Le téléphone est l'objet matériel. Par contre, les images, les vidéos, la musique, etc. ne sont pas des objets matériels. On ne peut pas les toucher, mais ils sont protégés d'un niveau immatériel. Donc, qu'est-ce que le droit d'auteur protège? Parce que, alors, tout d'abord, juste pour éclaircir, si quelqu'un n'a pas été présent la dernière fois, la propriété intellectuelle inclut plusieurs domaines du droit qui font tous partie de la propriété intellectuelle, mais elle est divisée en différents genres à dépendance de la typologie de la création intellectuelle. Donc, on a les brevets qui protègent, si enregistré, l'invention technique. On a les marques qui protègent si enregistrer un marque, un logo. On a le droit des dessins, ce qui protège de nouveau si enregistrer un dessin nouveau qui n'a jamais été enregistré avant. Aussi l'origine géographique des biens, il y a toute une série de protections qui sont incluses dans le groupe, dans le grand groupe de la propriété intellectuelle. Et entre cela, il y a aussi le droit d'auteur. À différence des autres, le droit d'auteur s'applique automatiquement dès que les conditions sont remplies. Donc, il n'y a aucune procédure d'enregistrement, à différence des brevets, des marques, des dessins. Donc, on peut très bien peut-être ne même pas être conscient qu'une œuvre que l'on a créée est protégée par le droit d'auteur, indépendamment d'une valeur commerciale, artistique, valeur, je sais pas, indépendamment d'une quelque sorte de valeur. Si les trois conditions qu'on va voir maintenant sont remplies, ce bien immatériel, cette œuvre, est protégée par le droit d'auteur. On ne peut pas éviter ou on ne peut pas empêcher cette protection. Si j'invente une invention technique qui remplit les conditions pour un brevet, je peux décider de ne pas vouloir l'enregistrer pour n'importe quelle raison. Alors, cette invention technique ne sera pas protégée tant que je l'enregistre pas. D'accord? Par contre, le droit d'auteur, je ne peux pas choisir parce que c'est la loi qui donne une protection dès que les conditions sont remplies. Une chose en commun entre la propriété intellectuelle, tous les groupes, tous les droits qui sont partie du grand groupe de la propriété intellectuelle et la propriété d'un bien matériel, c'est que la loi, quand les conditions sont remplies, donne au titulaire des droits ou au propriétaire un droit d'exclusivité sur la maîtrise de cet objet, de ce bien, que ça soit matériel ou immatériel. Donc le point commun, le concept, le principe de la propriété, c'est une maîtrise exclusive de la part du titulaire des droits. Et donc, par conséquence, le titulaire des droits a la possibilité de régler comment des autres, des tiers, peuvent utiliser ce bien parce qu'il a cette exclusivité. Donc, il peut choisir que des autres personnes ne peuvent pas utiliser le bien. Il y a quelques exceptions. Euh, Ou il peut décider, par exemple, de publier l'œuvre avec une licence non exclusive. Donc, d'une certaine sorte, il renonce à ce principe d'exclusivité. Mais ce que la loi donne en défaut, en principe, ce sont des prérogatives d'exclusivité. Voilà, ça c'est le commun de la propriété, soit matérielle que intellectuelle.
Alors, le droit d'auteur, ça, ici, on voit les trois conditions qui doivent être remplies pour que l'œuvre soit protégée par le droit d'auteur. Ça doit être une création de l'esprit, c'est-à-dire seulement ce qui est créé par une personne physique peut être protégé par le droit d'auteur. Ce qui est créé par un animal ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. Ce qui est créé par une machine ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. On pourrait discuter concernant l'intelligence artificielle, mais pour ça, je vous renvoie au dernier webinaire où on a eu une petite discussion. Enfin, on a couvert l'aspect de l'intelligence artificielle, en particulier génératrice. Le principe, c'est que il faut une contribution de la personne physique. La forme d'expression, c'est-à-dire ce qui est protégé par le droit d'auteur, c'est la forme d'expression avec laquelle la personne exprime l'idée, le concept. C'est pas le concept en soi qui est protégé par le droit d'auteur. Donc, si on pense à un texte scientifique ou à des données de recherche, ce n'est pas la recherche en soi ou ce n'est pas le concept qui est écrit dans l'article qui est protégé, mais c'est l'article même, où ce sont les données même qu'on peut lire, qu'on peut voir, qui sont protégées par le droit d'auteur. Donc, ce n'est pas l'idée qui est protégée, ce n'est pas une idée d'un projet, d'un concept, d'une logique, une règle, une théorie, ne peut pas être protégée par la propriété intellectuelle en général. Mais c'est le droit d'auteur protège la forme avec laquelle cette idée a été exprimée, que ça soit oralement, donc une conversation, un texte, une vidéo, une image. Le caractère individuel, la troisième condition, aussi appelé caractère d'originalité, doit être évalué dans le cas pratique, de cas en cas. Et là, il faut évaluer est-ce qu'il y a un suffisant caractère d'originalité ou d'individualité pour que l'œuvre soit protégée par le droit d'auteur. Mm, en résumant, disons que si quelque chose peut être créé de la même façon par plusieurs personnes, probablement il n'y a pas un suffisant caractère d'originalité. C'est quelque chose assez commun, on oserait dire, ou assez banal parce que plusieurs personnes pourraient le faire de la même façon. Ou c'est quelque chose de standardisé. Alors dans ce cas-là, cette forme d'expression, ce matériel, le texte, la vidéo, les données, ne sont pas protégés par le droit d'auteur parce que la troisième condition fait défaut. Si par contre, j'exprime mon idée en écrivant un texte, euh, en l'écrivant d'une façon, disons, de ma façon personnelle, donc quelqu'un d'autre l'aurait exprimé d'une façon différente, aurait utilisé des paroles différentes, des expressions différentes, alors là, probablement, il y a un suffisant degré d'originalité ou individualité. Donc ici, comme vous voyez, les images, beaucoup de données de recherche peuvent être protégées par le droit d'auteur. Il faut toujours évaluer le cas concret. Est-ce que ces trois conditions sont remplies? Donc, on peut imaginer un afresque. Ici, vous voyez des petites pièces d'un afresque. La fresque pourrait être protégée par le droit d'auteur. Il y a une durée déterminée, donc le droit d'auteur ne dure pas pour toujours. Normalement, ce sont 70 ans après la mort de l'auteur. Mais voilà, disons, aussi des données concernant. Alors ici, on voit la pierre sur une balance. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre qu'il s'agit d'une pierre sur une balance, mais je vous dis que la photo était prise comme ça. Disons, alors la pierre n'est pas une création de l'esprit humain, d'accord? Alors la pierre, bien sûr, n'est pas en soi protégée par le droit d'auteur. Mais si moi, comme personne physique, je prends des mesures sur cette de pierre, des mesures que ça soit du poids, de la consistance, du matériel qui est inclus, euh, alors là, on peut considérer que je crée un jeu de données, toute une série d'informations que je racolte, je collecte en analysant cette pierre. Et ce jeu de données, si on peut considérer un suffisant caractère d'individualité, est protégé par le droit d'auteur. Parce que moi, comme personne physique, je l'ai créé. Il y a une forme d'expression parce qu'un jeu de données, on peut le lire, on peut le voir. Donc, c'est pas seulement une idée dans ma tête. Et puis, il faut évaluer, voilà, caractère d'individualité. Je ne peux pas maintenant vous dire
toujours, il y en a ou il n'y en a pas, ce caractère d'individualité, ça dépend vraiment du cas concret. Si je prends une série d'informations concernant cette pierre ou concernant, par exemple, la température d'une ambiance, comme ça, si je les prends d'une façon assez banale, standardisée, n'importe quel chercheur ou chercheuse aurait pris les mêmes données et les aurait mis avec le même ordre, alors il n'y a pas un suffisant caractère d'individualité. Et dans ce cas-là, alors les conditions ne sont pas remplies, ce jeu de données n'est pas protégé par le droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas ce principe d'exclusivité qui est donné par la loi. Ça veut dire que n'importe qui pourrait l'utiliser et moi que je l'ai créé, je ne peux rien faire. Je ne peux pas le protéger. Euh, Parce que voilà, les conditions ne sont pas remplies. Éventuellement, si j'ai sauvé les données dans mon ordinateur ou dans une clé USB et je les transmets, je les envoie à quelqu'un spécifique, je peux régler avec un contrat l'utilisation de ces données, mais ça veut dire que je ne publie pas ces données au public, je les conserve, je les partage pas avec le public. Si par contre je les partage avec le public, ça va dire avec des personnes avec lesquelles j'ai plus de contrôle qui a accès à ces données. Elles ne sont pas du tout protégées et je ne peux pas réclamer des droits. Parce que, disons, le législateur, quand il a créé le droit d'auteur, a décidé de trouver un compromis, une balance entre les intérêts du public à utiliser des matériels qui qui ne satisfait pas des conditions pour être protégés. Et par contre, d'autres cas, quand il y a les conditions qui sont satisfaites, alors là, protéger l'effort intellectuel de la personne. Je dis effort intellectuel, mais cet effort intellectuel, il faut comprendre qu'il est relatif, parce que si on pense à, par exemple, enfin, il faut vraiment considérer seulement ces trois conditions que vous voyez ici. Il n'y en a pas d'autres. Donc, un jeu de données, des informations prises par toute une série de calculs, de collections d'informations grâce à mm, euh, on peut imaginer des situations de la recherche. Il y a vraiment beaucoup de situations de la recherche où il y a un très grand effort, même intellectuel, un très grand investissement financier aussi, pour réussir à collecter une série d'informations, de données. Mais si ces données ne sont pas rangées, sélectionnées et rangées ensemble d'une façon avec un caractère d'originalité, qui est tout à fait expressif, ce n'est pas une question de l'effort intellectuel, du raisonnement. Le raisonnement n'est pas protégé par le droit d'auteur parce c'est la forme d'expression qui est protégée. Et donc, il peut être des cas où des données, des jeux de données avec un très grand effort intellectuel, dans le sens une connaissance et un investissement financier. Mais cette forme d'expression, le jeu de données, n'est pas écrit avec une certaine individualité, originalité. Il n'est pas protégé par le droit d'auteur et par aucune d'autre loi. D'accord? Ça, il faut comprendre que on ne parle pas d'un effort scientifique dans le sens d'une connaissance. C'est tout à fait une originalité ou individualité basée sur la forme d'expression. Euh, voilà. Donc, en retournant sur ces exemples, et vous voyez aussi le dessin, disons, la photo de ce Grafenfeuer. C'est un cas qui a été jugé par la Cour fédérale, le tribunal fédéral, et le juge a décidé que dans ce cas-là, ça c'est un grill qui fait soit il y a une utilisation soit comme grill, mais aussi comme sorte de cheminée, dans le sens comme feu. Et le juge fédéral a considéré que ce dessin, outre à être protégé par le droit des dessins parce qu'il a été enregistré par les titulaires des droits, il est aussi protégé par le droit d'auteur parce qu'il y a un suffisant caractère d'originalité dans dans la façon par laquelle cet objet a été dessiné. Euh, donc là, c'est pour vous dire que très souvent dans les arts appliqués, dans des objets, il y a aussi un côté du droit d'auteur qui pourrait être considéré s'il y a toujours un suffisant caractère d'originalité. Un logiciel peut être soit enregistré
comme avec un brevet, mais aussi protégé par le droit d'auteur si le code source et le code objet présentent un suffisant caractère d'originalité. Les conversations, une conversation peut aussi être protégée par le droit d'auteur, de nouveau, s'il y a un suffisant caractère d'originalité dans la façon avec laquelle une personne s'est exprimée. Donc, c'est pas de qu'est-ce que les personnes sont en train de parler. Ce n'est pas ça qui détermine le droit d'auteur. Mais c'est vraiment, est-ce que la façon, par exemple, si on pense à un entretien, un questionnaire, que ce soit écrit ou oral, si les demandes sont posées d'une façon originelle, elles sont assez longues ou elles ont été déterminées d'une façon originelle, ne sont pas standardisées. Et aussi, si les réponses sont aussi avec un caractère d'originalité suffisant, cette conversation, cette interview est protégée par le droit d'auteur. Mais il faut évaluer le cas concret, parce qu'il se peut que des questions sont plutôt standardisées et elles requièrent, par exemple, des réponses oui, non. Là, je dirais, bon, ce sont des questions et des réponses mm, qui n'ont pas un suffisant caractère d'originalité et dans ce cas-là, ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Il y a une exception, selon le droit suisse, les photos sont protégées par le droit d'auteur, même si elles n'ont pas le caractère d'originalité ou individualité. Donc, des photos toutes simples des événements politiques, des événements sociaux, des événements historiques. Donc, on pense le cas des photos de la presse, des photos où il y a, par exemple, un événement où il y a toute une série, un groupe de photographes professionnels qui sont là à faire des photos. Ces photos, elles sont tous pareilles. Donc, avant cette exception, cette protection des photos qui n'ont pas d'originalité existe seulement depuis le 2020. Donc, ça fait un peu plus que avril 2020, donc un peu plus que 4 ans. Avant 2020, ce genre de photos, très importante au niveau commercial, parce que c'était des journaux, la presse vendait ce genre de photos, mais elles n'étaient pas protégées par le droit d'auteur. Donc, dès que l'éditeur publiait une photo historique, importante historiquement, ou d'un événement politique, sportif, quoi que ce soit, des autres éditeurs pouvaient reprendre, réutiliser la même photo sans payer des royalties, sans payer les droits d'auteur et sans demander l'autorisation. Dès avril 2020, ce genre de photos en Suisse sont protégées. Donc, les conditions sont que ça soit création de l'esprit, donc des photos faites par une personne physique. La forme d'expression, bon, bien sûr, parce que la photo, on peut la voir, donc ce n'est pas une idée dans la tête du photographe. Et c'est une photo d'un objet tridimensionnel. Donc, par exemple, ici, j'ai fait la photo à la pierre sur la balance indépendamment du contenu de la photo, mais cette image, cette photo des objets est protégée par le droit d'auteur. Euh, voilà. Par contre, des photos bidimensionnelles, donc on peut imaginer des scannerisations, des numérisations d'un papier, donc par exemple une monographie ou un papier qui a été numérisé, qui a été scannerisé. Voilà, cette duplication n'est pas en soi une nouvelle œuvre protégée par le droit d'auteur. Licence d'utilisation. Alors j'espère que maintenant c'est clair quand est-ce qu'on applique le droit d'auteur et quand non. Maintenant, passons aux licences d'utilisation, parce que les licences d'utilisation sont basées sur le droit d'auteur. Alors, la règle est que il faut toujours, pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, il faut toujours demander l'autorisation, la permission, au titulaire des droits. Parce que, comme j'ai dit avant, le titulaire des droits a des prérogatives d'exclusivité fournies par la loi sur cette œuvre quand l'œuvre remplit les conditions requises. Pardon. Et cette autorisation, cette demande d'autorisation, pardon, correspond à une licence d'utilisation. Donc, je demande, est-ce que je peux utiliser cette œuvre pour une occasion spécifique? Je reçois un oui, peut-être à certaines conditions, peut-être sous un paiement. Voilà, là, c'est une conclusion d'un contrat, euh, plus spécifiquement d'une licence d'utilisation, parce qu'une licence est une forme de contrat, donc c'est la même chose. C'est un accord entre deux parties qui se mettent d'accord, qui ont la volonté de régler quelque chose.
Il y a des exceptions au droit d'auteur. Donc, par exemple, on ne va pas dans les détails pour ces exceptions. Si quelqu'un de vous est intéressé, je renvoie au webinaire précédent qu'on avait fait. Donc, seulement pour savoir qu'il y a certaines exceptions prévues par la loi fédérale sur le droit d'auteur, aux articles 19 et suivants. Par exemple, l'usage privé, l'usage à des fins pédagogiques, le droit de citation, le text and data mining, etc. et d'autres. Donc, dans ces cas-là, ce sont des licences légales parce que c'est la loi même qui donne l'autorisation à n'importe qui peut être intéressé à utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur. Et donc, l'utilisateur ne doit pas redemander l'autorisation au titulaire des droits. Et le titulaire des droits ne peut pas empêcher cette utilisation. Donc, dans le cas où le titulaire des droits ne veut pas que son œuvre est utilisée, par exemple, à des fins pédagogiques, euh, en Suisse, c'est la LDA, la loi sur le droit d'auteur, qui prévaut. Donc, si la loi, sous ces conditions spécifiques, prévoit une utilisation à des fins pédagogiques, c'est une exception au droit d'exclusivité du titulaire des droits, et le titulaire des droits ne peut pas l'empêcher, ne peut pas voilà, décider différemment. Par contre, pour tout ce qui est en dehors de ces exceptions qui sont prévues par la loi, là, le titulaire des droits a des prérogatives d'exclusivité et donc le public, n'importe quel utilisateur, doit demander l'autorisation par une licence d'utilisation. Alors, il y a trois cas de figure dans le cas où une personne aimerait utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur. Ou bien, comme déjà mentionné, il y a une licence légale, légale dans le sens que c'est une licence qui est prévue par la loi. On les appelle aussi les exceptions du droit d'auteur, donc l'usage privé, l'usage à des fins pédagogiques, droit de citation, etc. Donc, si moi je pense, je suis un utilisateur, j'aimerais utiliser une œuvre dans une situation déterminée. Tout d'abord, je me demande, est-ce que cette utilisation tombe sous le coup d'une licence légale, sous une exception? Parce que si oui, je ne dois pas m'en faire de demander d'autorisation. Si non, parce que les conditions de ces exceptions sont assez restrictives et ne satisfait pas mes circonstances, alors je dois conclure une licence euh, avec le titulaire des droits. Et là, il y a deux possibilités. Ou bien il y a déjà une licence prédéfinie, par exemple une licence Creative Commons, qui m'autorise déjà certaines choses à utiliser l'œuvre d'une certaine façon. Alors je me dis, là de nouveau, je ne dois pas demander une ultérieure autorisation parce que je l'ai déjà reçue préalablement par la licence Creative Commons. Par exemple, il y a aussi d'autres licences prédéfinies. Si par contre il n'y a pas de licence, alors là, je dois demander une autorisation spécifique pour mon cas concret. Et alors là, c'est une licence bilatérale qui entre en question. Alors, tout d'abord, les licences bilatérales. Donc, on part du principe que les titulaires des droits doivent demander l'autorisation d'utilisation. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Il faut donc demander l'autorisation, il faut conclure un contrat de licence, c'est-à-dire une licence d'utilisation. Les licences d'utilisation sont quelque chose de assez nouveau, relativement nouveau, et elles ne sont pas fixées dans le Code des obligations. Donc, on a en Suisse le Code des obligations qui prévoit toute une série de contrats, le contrat de vente, le mandat, le contrat d'édition, beaucoup de différents contrats qui sont plutôt traditionnels parce que le Code des obligations est assez âgé. Et quand il a été créé, il n'y avait pas encore le concept des licences. Donc, par exemple, le contrat d'édition prévoit le transfert des droits d'auteur, les droits économiques, à l'éditeur. Maintenant, sans entrer dans les détails, c'est pas maintenant l'occasion, mais parce que traditionnellement, l'éditeur avait un grand investissement derrière l'édition d'un livre et puis la vente, la mise à disposition des livres et l'éditeur aussi se prenait un grand risque dans le cas où il ne vendait pas les livres, les livres imprimés, les exemplaires imprimés. Et donc, voilà, on a le contrat d'édition qui a un certain poids, si je peux dire avec des paroles simples. Et avec l'évolution, disons, de la société, des technologies, ça
ça fait pas trop longtemps, on utilise les licences d'utilisation, où c'est pas nécessaire de transférer les droits d'auteur, mais c'est tout simplement une autorisation à utiliser l'œuvre pour un certain cas spécifique. Elles sont plus légères que le contrat d'édition. Donc, ce genre de contrats, les licences d'utilisation sont dites des contrats N nommés parce que ne sont pas prévus par le Code des obligations. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas valables ou qu'elles ne sont pas légales. Tout à fait. Le Code des obligations prévoit une série de contrats qui sont les plus traditionnels, mais ce sont que des exemples. Puis après, il y a beaucoup d'autres contrats qui peuvent être conclus. Euh, mais voilà, les licences. Donc, si vous voulez comprendre comment est faite une licence, vous ne pouvez pas aller chercher dans le Code des obligations parce qu'il ne va pas vous répondre. Donc, avec une licence d'utilisation, il n'y a pas de transfert des droits économiques du droit d'auteur, comme par exemple dans le cas du contrat d'édition, mais il y a tout simplement une autorisation de la part de l'auteur à utiliser l'œuvre d'une certaine manière, qui est définie dans la licence. Par le contrat de licence, le donneur de licence, donc le titulaire des droits d'auteur, éventuellement contre paiement d'une rémunération, cède au preneur de la licence l'usage et la jouissance d'un bien immatériel. Le contrat de licence règle donc les droits et les obligations des parties contractantes. Donc, le plus détaillé la licence est, le mieux c'est parce qu'on évite des potentiels malentendus ou des potentielles incompréhensions qui pourraient créer des problèmes dans le futur dans le cas où il y a une controverse. Mais ce n'est pas nécessaire, tout simplement. Si par exemple j'écris un email au titulaire des droits en disant j'aimerais utiliser votre image euh, pour pour ma recherche et je vais l'analyser mais je ne vais pas la publier, euh, le titulaire des droits me répond oui, ça va, pas de problème. Voilà, cet email, cet échange est déjà suffisant, c'est déjà un accord. Si par contre j'écris, je vais ensuite publier cette image parce qu'elle fait partie des données de recherche que j'ai analysées lors de ma recherche et je vais la publier dans un dépôt, alors là, je dois écrire ces détails pour que la réponse du titulaire des droits soit précise, d'accord? Et pour que le titulaire des droits puisse dire oui, ça me va ou non, ça ne me va pas. Donc, le mieux la demande est faite, le plus complète elle est, plus précise sera la réponse et plus on est tranquille. Il y a plusieurs types de licences d'utilisation. Donc, il y a des licences exclusives et non exclusives. Comme le dit le terme, exclusive, ça va dire que si je donne une permission, une autorisation à utiliser une œuvre pour utiliser une œuvre d'une certaine manière, je ne peux pas donner la même autorisation à d'autres personnes dans le même temps. Par contre, non exclusive, ça va dire que cette permission, cette autorisation peut être donnée aussi à d'autres personnes en même temps. Sous licence, c'est un cas qui doit aussi être spécifique. Il doit être spécifié dans la licence. Le droit à une sous-licence n'est pas transmis automatiquement, ni par la loi. Et c'est un peu comme le loyer. Donc, je peux avoir un contrat de loyer. Si dans le contrat de loyer, c'est prévu que je peux sous-louer l'objet à quelqu'un d'autre, alors je peux le faire, mais parce que ça a été défini dans le contrat. On est en train de voir ce cas maintenant avec les votations fédérales, en fait. C'est la même chose, c'est le même principe avec les licences d'utilisation. Donc, si je suis une chercheuse et je dois utiliser une image faite par quelqu'un d'autre, je demande donc au titulaire des droits de cette image l'autorisation à utiliser cette image pour mon analyse lors de ma recherche. Je reçois un oui, d'accord, c'est un premier stade. Mais ça ne veut pas dire que j'ai l'autorisation de publier cette image, par exemple, dans un dépôt, avec une licence Creative Commons. Parce que pour le faire, je dois avoir le droit à sous-licencier l'œuvre. D'accord? Parce que la licence Creative Commons est une licence. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a deux licences, une après l'autre.
Une première licence, c'est entre moi-même et le titulaire des droits de l'image. Et la deuxième licence, c'est celle entre moi-même et le public qui sera éventuellement intéressé à réutiliser cette image grâce à une potentielle licence Creative Commons lors de la publication dans un dépôt. Vous comprenez que cette deuxième licence n'est pas, j'ai pas, moi comme chercheuse, j'ai pas automatiquement l'autorisation à donner une ultérieure autorisation à d'autres personnes, au public en général, mais même pas à une personne spécifique. D'accord? Je dois avoir du titulaire des droits le droit de sous-licencier, de moi-même donner ultérieure autorisation. Et le titulaire des droits peut très bien dire, je ne suis pas d'accord, je autorise l'utilisation de mon image pour l'analyse de la recherche, par exemple, mais je n'autorise pas qu'une licence Creative Commons soit, ou autre licence, soit attachée, appliquée à cette licence, parce que je veux moi-même, comme titulaire des droits, décider qui peut utiliser cette image ou non. D'accord? Ça doit être clair. Puis, il ne faut pas confondre entre les licences d'utilisation qu'on est en train de parler maintenant avec les licences légales qui sont les exceptions prévues par la loi fédérale sur le droit d'auteur. Ce sont des choses différentes. D'accord? Alors ici, c'est un peu un résumé. Donc, le titulaire des droits donne une licence au preneur de licence en lui autorisant, par exemple, je te donne le droit de traduire mon texte et de distribuer ta traduction, enfin, la traduction que tu as fait. Ça ne veut pas dire que le preneur de licence, il n'est pas le titulaire des droits, il ne devient pas le titulaire des droits au sens du droit d'auteur. Il est tout simplement autorisé par cette licence à faire quelque chose et il n'a pas le droit de distribuer le texte originel, que la traduction, parce que c'est écrit comme ça dans la licence. D'accord? Et en échange, il pourrait y être de l'argent, un paiement, une rémunération, autres spécifications, par exemple attribution, ne pas attribuer l'auteur du texte originel, etc. Licence simple, aussi appelée non exclusive, donc la même chose, une licence qui autorise une certaine utilisation sur une œuvre à plusieurs personnes en même temps, personne 1, 2, 3, etc. De nouveau, en échange de quelque chose. Licence ouverte, c'est le même principe, c'est la même chose, mais c'est une licence non exclusive parce que en même temps, j'autorise tout le monde. Donc, un numéro, une pluralité de personnes en même temps. En échange peut-être de certaines conditions, peut-être de l'argent dans le sens des dépenses, mais pas les royalties. Ça, c'est la caractéristique des licences ouvertes. Alors, si on pense d'un côté, si on pense à l'open science, qui inclut soit l'open access, soit les open data, d'un côté, on a le droit d'auteur qui donne cette prérogative d'exclusivité au titulaire des droits. De l'autre côté, on a l'accès libre qui veut que tout le monde soit autorisé à utiliser, modifier, repartager, etc. Comment faire pour que tout le monde soit autorisé? Il faut une licence. Sans licence, l'œuvre ne peut pas être réutilisée par tout le monde sans autorisation. Donc, si je trouve des images ou n'importe quel matériel protégé par le droit d'auteur qui n'a pas de licence, qu'est-ce qu'on fait? C'est le droit d'auteur restrictif avec ses prérogatives d'exclusivité qui s'appliquent. Donc, ou bien mon utilisation tombe sous le coup d'une exception et j'ai pas besoin de demander l'autorisation, ou bien je dois demander l'autorisation, donc je dois conclure une licence bilatérale. Voilà. Ça vaut pas si un matériel est publié en Internet sans aucune licence, ce matériel est encore protégé par le droit d'auteur. Mais il n'y a pas une licence qui autorise la réutilisation. Ce matériel peut être vu par Internet. Par exemple, les vidéos en YouTube peuvent être visualisées, mais elles ne peuvent pas être modifiées, réutilisées. Elles peuvent être partagées, mais à l'intérieur des conditions de YouTube. Euh, si par contre il y a une licence qui permet une réutilisation, c'est tout bon. Voilà, ça c'est donc le pont entre les deux, c'est par exemple les licences Creative Commons, mais toute autre licence est pareillement valable.
Alors, maintenant, voyons voir les licences Creative Commons. Donc, Creative Commons est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui a été créée en 2001, donc ça fait plus que 20 ans. Ils ont créé toute une série de licences, donc on dirait 6 licences plus la CC0 et la Public Domain. On va pas parler maintenant pourquoi elles ne sont pas vraiment considérées des licences, mais voilà. Disons que la CC BY, Share Alike et en bas, elles sont tous des licences. Les autres deux, ce sont plutôt d'autres genres d'accords. Et le public domain, on l'utilise quand le matériel n'est pas protégé par le droit d'auteur. Mais c'est quand même bien au niveau de sensibilisation du public, indiquer que le matériel n'est pas protégé par le droit d'auteur. Par exemple, le jeu de données, même s'il y a eu un très grand effort, un investissement financier, mais les 3 conditions qu'on a vues ne sont pas remplies, alors ce jeu de données peut être publié par le chercheur ou la chercheuse dans un dépôt, mais on ne peut pas mettre une licence parce que ce jeu de données n'est pas protégé par le droit d'auteur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, alors ce jeu de données n'est pas protégé, c'est pas nécessaire indiquer que c'est public domain, mais c'est une bonne pratique pour sensibiliser le public. Maintenant que vous savez les conditions, vous connaissez le droit d'auteur, vous pouvez aider à quelqu'un d'autre du public en disant, voilà, ça ce n'est pas protégé par le droit d'auteur, donc c'est public domain, c'est domaine public. Ou bien oui, c'est protégé par le droit d'auteur et je choisis une licence. La chose intéressante des licences Creative Commons, c'est qu'il y a 3 niveaux. Alors, il y a un premier niveau qui est lisable par la machine. Je vais vous montrer quelques exemples. Puis, il y a les symboles qui sont pratiques parce qu'ils permettent d'une façon euh, facile et immédiate comprendre qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, il y a aussi le texte légal, le code juridique, dans le sens d'un texte où c'est un peu plus détaillé et il explique qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Disons, c'est le texte de la licence. Mais à part ça, il y a aussi les symboles qui aident, qui sont un peu plus user-friendly. Et il y a le code qui est lisable par la machine. Ça permet ici de sélectionner par Google le matériel qui a été publié avec une licence Creative Commons. Et ça, c'est grâce au code qui est lisable par la machine. Donc, je ne sais pas si vous le savez déjà, peut-être oui, peut-être non. Si vous écrivez quelque chose en Google, vous cherchez comme image, vous pouvez cliquer sur Tools et, et puis sur Tools, vous cliquez Usage Rights et là, vous sélectionnez les images avec Creative Commons, avec une licence Creative Commons. En faisant ça, la recherche de Google va vous proposer des contenus seulement les contenus qui ont une licence Creative Commons. Donc, vous savez que vous pouvez réutiliser ce matériel, toujours quand même lire la licence. Donc, s'il y a une image qui va apparaître, vous cliquez au-dessous de l'image où c'est écrit License Details. Il faut toujours quand même lire laquelle licence, même si c'est une licence Creative Commons, parce que les différentes licences ont plusieurs conditions, obligations, par exemple, indiquer ou non l'attribution, utiliser la même licence dans le cas où on fait des modifications, des traductions, etc. Alors, les différents éléments, je pense que c'est assez intuitif. Share alike, c'est-à-dire toute modification que je fais au matériel, que ça soit un jeu de données, une image, une vidéo, un texte, un site web, c'est égal. Ces principes s'appliquent de la même façon pour toute forme. D'accord? Alors, si je veux faire enfin, si la licence a le symbole SA, Share Alike, ça veut dire que moi, comme public, je peux faire des modifications, mais toute modification, je dois publier avec la même licence. Euh, Pardon, une seconde. Et donc, toute modification doit être publiée avec la même licence. Par contre, le non-commercial, intuitivement, veut dire je peux utiliser le matériel, mais je ne peux pas l'utiliser dans un contexte commercial. Non-derivatives, c'est-à-dire je peux
partager le matériel, mais sans faire des modifications. Par exemple, je ne peux pas faire une traduction, je ne peux pas, enfin, je peux faire une traduction pour mon, comme usage privé, sans la partager. Je ne peux pas partager la traduction que j'ai fait au texte, s'il y a peut-être un jeu de données que je traduis dans une autre langue, ou un jeu de données, je pourrais l'adapter pour qu'il soit utilisable d'une certaine façon pour une autre recherche, par exemple. S'il y a le ND, non-derivatives, je ne peux pas le faire. Donc, CC0, tout le monde peut faire n'importe quoi. Il n'y a même pas l'obligation d'indiquer qui est l'auteur du matériel. C'est toujours une bonne éthique scientifique, toujours indiquer qui est le titulaire, qui a créé quelque chose. Et ça, même si le matériel n'est pas protégé par le droit d'auteur. Donc, je retourne au cas d'un jeu de données où il y a eu un très grand effort à le faire. Il n'est pas protégé par le droit d'auteur parce que les conditions ne sont pas remplies. D'autres chercheurs utilisent ce jeu de données, même si ce n'est pas nécessaire au niveau du droit d'auteur, c'est quand même une pratique qui fait partie de l'éthique scientifique d'écrire qui a créé ou qui a travaillé derrière ce jeu de données. Mais avec une licence CC0, le titulaire des droits, l'auteur aussi, renonce à être nominé. CC BY, l'unique obligation, c'est de indiquer qui est l'auteur, quelle est la licence, le titre et la source du matériel. Je vais vous montrer un exemple après. Ouh là là, il y a juste le temps pour une discussion, je finis. Alors, CC BY Share-alike, comme déjà mentionné, le fait de pouvoir faire des modifications, mais n'importe quelle modification doit être republiée avec la même licence. Par contre, avec la CC BY, je peux utiliser le matériel, je peux l'adapter, je peux le traduire, je peux le modifier et je peux le publier avec n'importe quelle licence, même sans aucune licence. Donc, c'est le droit d'auteur restrictif qui s'applique. Par contre, quand le matériel a cette licence, toute modification ou adaptation doit être republiée avec cette même licence. Dans ce cas-là, je peux réutiliser, repartager le matériel, mais pas dans un contexte commercial et sans aucune modification. Des licences, alors que les premières sont considérées ouvertes, parce que si on considère le significat, la définition de ouverture dans le sens de l'open science, tout le monde doit avoir le droit de réutiliser, mais aussi de modifier pour n'importe quelle fin. Les autres licences qui sont en rouge posent des conditions qui ne sont pas en ligne avec la définition d'ouverture selon la déclaration de Berlin. Et donc, ce sont des licences valables, mais elles ne sont pas en ligne avec l'ouverture de l'open science. Parce qu'il y a la limite des fins non commerciaux ou il y a la limite de ne pas faire des modifications. Ça, c'est un petit parcours. Si vous voulez comprendre quelle licence mettre, je vous laisse à vous-même vous aider avec ce parcours quand ça sera le cas. Donc, un exemple du élément by, comment satisfaire la condition d'indiquer l'attribution, il faut écrire le titre, l'auteur, la source et la licence. Si j'ai fait des modifications, je dois écrire que j'ai fait des modifications. Donc, par exemple, une image, le titre de l'image, l'auteur, le photographe, la source, cette image, on la trouve dans Google Arts and Culture, le lien et la licence. Ici, c'est un exemple avec une modification. Donc, il y a un article originel qui a une certaine licence. Vous la voyez si vous tournez votre tête. Et je l'ai traduite. Donc, il y a le titre de l'œuvre, le fait que je l'ai traduite, la licence originelle, puisque la licence de l'article originel a le symbole SA, Share Alike, ça va dire que ma modification doit être publiée avec la même licence. Alors, dans ma traduction, j'indique la même licence et j'écris, voilà, enfin, j'ai écrit que j'ai traduit ce texte, la source du texte originel. Voilà, comme déjà mentionné, quelle licence pour les données de recherche? Donc, il faut se demander, est-ce que ces données ou ce jeu de données, donc c'est indépendamment si on regarde la donnée singulière, l'image, le texte,
l'entretien ou bien un jeu de données, donc une composition ou une récolte de données, par exemple un jeu de données, des journaux, une collection d'articles. Les principes sont les mêmes, s'appliquent aux deux niveaux. Alors tout d'abord, je me demande, est-ce que les conditions sont satisfaites pour qu'on applique le droit d'auteur? Si oui, je choisis une licence. Sinon, je ne peux pas appliquer une licence parce que le matériel n'est pas protégé par le droit d'auteur. Et les licences d'utilisation, par exemple les licences Creative Commons, sont basées sur le droit d'auteur. Et donc, dans ce cas-là, si le matériel n'est pas protégé par le droit d'auteur, ce qu'on peut faire, c'est appliquer le symbole public domain. Important à comprendre, et puis là j'ai fini, c'est donc les licences Creative Commons concernent seulement l'utilisation des données au sens du droit d'auteur. Elles ne couvrent pas le consentement requis en matière de protection des données personnelles et elles ne couvrent pas d'autres questions, d'autres droits. D'accord? Normalement, les deux niveaux de droit qui s'appliquent sur un matériel dans la recherche, ce sont d'un côté le droit d'auteur et de l'autre côté la protection des données dans le cas où les données concernent des personnes qui sont identifiables. Si on pense par exemple à un entretien, bien sûr, il y a des informations des personnes qui ont participé à l'entretien. Donc, il y a des données personnelles, quelquefois peut-être même sensibles. Dans ce cas-là, alors, je peux considérer attacher une licence Creative Commons sur ces données, mais je dois aussi couvrir des aspects de la protection des données. Donc, soit une licence d'utilisation, par exemple Creative Commons, mais pas seulement, et aussi, indépendamment de ça, mais en plus, la politique de confidentialité pour demander le consentement pour pouvoir traiter des données personnelles. Il y a une éthique scientifique qui est très très restrictive avec la publication, en ce qui concerne la publication des données qui incluent des données personnelles. Mais ça, c'est un autre domaine. Voilà. Ah oui, ça c'est un exemple de licence. Je pensais de vous montrer juste les licences. Je vous montre encore. Je vais arrêter de partager et je vous montre dans un site comment on voit et on reconnaît une licence. Donc, je vais partager et puis je suis à disposition pour les questions. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez le site Google avec des images? Donc, comme j'ai dit avant, ici, on va sous Images, Tools, Usage Rights, et là, on sélectionne les Creative Commons, et là, ce sont que les images qui ont été publiées avec une licence Creative Commons. Mais ensuite, je dois contrôler la licence pour voir exactement les droits et obligations que j'ai. Par exemple, dans ce cas-là, je vois qu'il y a une licence CC BY non-derivatives. Ça veut dire que moi, comme utilisateur, j'ai le droit d'utiliser cette image pour n'importe quel contexte, même commercial, parce qu'il n'y a pas le symbole NC, non-commercial. Les obligations sont que je dois indiquer qui est l'auteur, donc le titre, auteur, source et la licence de l'image. Et en outre, je ne peux pas publier des modifications de cette image. Donc, l'image comme elle est faite, je peux la réutiliser, mais sans des modifications. Ou par exemple, je ne peux pas l'utiliser comme background, comme image de la diapositive entière, et puis par-dessus écrire le texte. Ça, je ne peux pas le faire. Et ça, c'est pareil pour n'importe quel. Ici, Pixabay, si vous voyez, alors vous sélectionnez une image. Alors là, il faut confirmer le choix. Je ne m'abonne pas, donc bon. Ici, pour vous montrer, il n'y a pas une licence Creative Commons, mais il devrait y être l'autorisation pour faire quelque chose ou non. Ici, je ne vois pas. Bon, j'ai pris vraiment... Ah oui, voilà. Ici, dans ce site, sur la droite de l'image, c'est écrit que bon, je dois ou payer pour utiliser cette image, et donc il y a la licence du site. Alors là, je lis la licence du site, s'il n'y a pas une licence Creative Commons.
Pareil, voilà, pareil, ça c'est un autre site des images et je lis quelle est l'image, enfin, quelle est la licence donnée par le site. Il peut être qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, je peux choisir l'utilisation qui est permis gratuitement. Si j'ai besoin d'autres conditions ou une utilisation un peu plus vaste, alors je conclus une licence, par exemple ici dans ce cas-là, ou bien une licence pro ou une licence pro étendue. Je paye quelque chose, ça veut dire je conclus une licence d'utilisation et dans ce paquet que j'ai payé, c'est inclus quelque chose. Mais c'est une licence d'utilisation. D'accord? Voilà.